Hanouna. 16h11 sur Europe 1. Je voudrais remercier tous les auditeurs d'Europe 1 qui nous écoutent tous les après-midi entre 16h et 18h, bien entendu, tous ceux qui nous regardent aussi sur europe1.fr. Merci d'être avec nous. Et on va démarrer, je vous le dis, alors, je suis obligé de le faire. Je suis obligé de le faire parce que Sébastien Delogu, hier, on a dit qu'il avait traité Aurore Berger de grosse poubelle. Exactement. Vous avez c'est pas nous qui l'avons dit. Vous avez vu où on en est. Oui. C'est des députés de gauche Exactement. qui ont rapporté qu'il avait dit grosse poubelle et c'était pas ce qui a été retenu par le compte rendu. Alors, on a je pu vais l'imaginer. Je vais vous expliquer. J'ai le compte rendu ici. Apparemment, il n'aurait pas dit ça. Il aurait dit les supporters qui ont crié on va des Arabes, vous n'en dites rien, vous finirez dans les poubelles de l'histoire, les poubelles. Donc la vive protestation, mais il a dit vous finirez dans les poubelles de l'histoire. Donc il n'a pas dit, il n'a pas traité Aurore Berger de grosses poubelles. Non, selon le rapport. Non, mais alors, selon le rapport, oui. Oui. Mais, là, les mecs, alors moi, je vais vous dire. Alors là, Gauthier Lebray, moi, j'ai une règle simple. Quand on a tort, on le dit. Je n'aime pas les mecs qui disent oui, mais c'est selon le rapport. Là, ce qui fait foi aujourd'hui, c'est le rapport. Surtout que les fonctionnaires de l'Assemblée nationale sont très rigoureux. Et puis ils ont 10 et 10 aux deux oreilles. Non, mais je vous dis. Non. Mais, donc là, moi, le mec qui me dit c'est ce qui est écrit sur le rapport, je dis non. Parce que je déteste la malhonnêteté. Moi, je vous le dis. Donc Sébastien Delogu, on l'a dit hier. On l'a secoué pendant l'émission et aujourd'hui, on doit, mine de rien, s'excuser de ça parce que c'est pas ce qu'il a dit. Voilà, moi, je suis clair. Voilà, donc, c'est pas pour ça que ça va devenir notre meilleur ami, hein, qu'on est d'accord avec lui sur tout ce qu'il dit, loin de là. Il faut être crédible. Donc aujourd'hui, c'est le rapport. Voilà. Le rapport dit qu'il ne l'a pas dit. Aujourd'hui, ce qui fait foi, c'est le rapport. Je veux pas dire, oui, mais parce qu'il y a un mec qui l'a entendu. Le rapport dit non. Donc, je suis désolé, moi, pour moi, on doit faire notre mea culpa et on le fait sur Europe 1 aujourd'hui à 16h13. Voilà. Et l'expression ne pose pas de problème puisque c'est une expression poubelle de l'histoire. Non, là, il y a aucun problème. Si c'est ça, il n'y a rien à dire. Là, il n'y a aucun problème. Voilà, Valérie Benaïm. Oui, non, il faut être honnête parce il faut pouvoir ensuite être crédible quand on attaque. Et donc, il faut dire, quand il y a des choses à dénoncer, on les dénonce et on dit notre point de vue. Mais quand on s'est trompé parce que des propos rapportés ne sont visiblement pas les bons, eh bien, il faut le dire aussi. Voilà. Et je sais que Sébastien Delogu n'est pas quelqu'un que j'apprécie. Aurore Berger a saisi le bureau de l'Assemblée nationale. Donc il y aura aussi une décision du bureau. En plus, il y aura une décision du bureau de l'Assemblée parce qu'il a tout de même été saisi par Aurore Berger sur les premiers propos rapportés par certains députés de gauche. Voilà. Mais bon, en tout cas, c'était bien de le dire parce que voilà, il fallait le faire. Fabien Lecoeur, ça va bien ? Oui, ça va bien. Merci. Vous nous donnerez 2-3 potins dans un instant parce que pour l'instant, on a du boulot. Avant de recevoir nos invités qui resteront avec nous pendant une petite heure et vont nous dire tout ce qui va se passer, bien entendu, sur le match France-Israël au niveau de la sécurité. Puis ils vont nous raconter des trucs de fou au niveau de la BRI. Et puis Georges Salinas, c'est le directeur du groupe de sécurité du président de la République. Georges qui est exceptionnel. Georges Salinas, un gars incroyable. Vous allez voir, vous allez l'adorer. Et il était là avant le président. Je crois qu'il est. Non, je crois que le président l'a rencontré après, il l'a fait venir. Il nous racontera ça, mais il m'avait raconté l'histoire. On en parlera avec lui dans un instant. Il y a Joe Kerry également, ancien patron de la BRI, qui sera avec nous. Donc 2 pointures. Donc je peux vous dire, sortez vos mocassins. Je voudrais parler de cette info pour les auditeurs d'Europe 1 à Bordeaux. Par peur de l'insécurité, 1000 femmes demandent le retour de l'éclairage des rues la nuit. Le maire l'avait coupé pour des raisons écologiques. Non mais c'est fou, c'est incroyable ça. Non mais vous vous rendez compte où on en est ? Non mais excusez-moi, ça me rend fou ça. Mea culpa du maire de Bordeaux sur l'armement de la police municipale. Oui. Il va armer sa police municipale parce qu'il dit que l'époque a changé. À grands traits, dans les villes de gauche, souvent les polices municipales, quand elles existent, ne sont pas armées. C'est le cas par exemple de Paris. Dans les villes de gauche, on décide aussi souvent de mettre moins de vidéosurveillance par respect de la vie privée, comme si vous en aviez quelque chose à faire, d'être filmé dans la rue, si vous n'avez rien à vous reprocher. À Grenoble, ça a des conséquences. On ne trouve pas tel ou tel coupable quand un fourgon est pris pour cible. Donc il y a quand même un problème souvent avec les villes de gauche sur la lutte contre l'insécurité. Donc là, pour la première fois, on a un maire de gauche, écologiste en l'occurrence, qui fait son mea culpa et qui dit il faut armer la police parce que l'époque a changé. Ça serait bien qu'il s'en rende compte dans toutes les villes. Mais c'est sûr. Non mais on sait un truc, c'est la logique. Mais la logique. Voilà. Pourquoi vous les armez avec des tasers ou des pistolets à eau ? Bon après je pense qu'il fait son mea culpa parce qu'on il y a les élections qui vont arriver. Et puis il y a l'état de sa ville aussi. Exactement. Bordeaux c'est largement dégradé depuis la période d'Alain Juppé qui était un peu la période dorée de la ville de Bordeaux. Mais Nantes s'est dégradé aussi, Rennes s'est dégradé, Paris on n'en parle même pas. Marseille, Lyon, exactement. Alors Marseille, je sais jamais quand est-ce que Marseille a été une ville sûre. Mais non, si. Alors, je voulais que je vous dise, on parle de ça, mais à Marseille,
je vous jure, il y a énormément de gens qui sont extrêmement heureux à Marseille, attention. J'adore cette vie. Je vous jure, non mais je vous le dis, on dit ça, mais parce que moi, tous les gens qui habitent Marseille... Il y a plusieurs Marseille, en fait. Il y a plusieurs Marseille. Tous les gens qui habitent Marseille, ils me disent qu'ils ont une qualité de vie exceptionnelle, qu'ils sont très heureux là-bas. On adore Bordeaux. Ah oui, oui, mais alors Bordeaux, ça c'est quand même dégradé. Formidable. Moi, j'étais à Bordeaux pendant des années, moi. Vous savez que j'ai vécu à Bordeaux. Oui, c'est vrai. Bien sûr, j'ai sévi là-bas. Voilà. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs... Si vous êtes sur la corniche de Marseille... Fini. Évidemment, si vous allez au Vallon des Offres ou que vous êtes sur la corniche de Marseille, bien sûr. C'est une ville formidable. Exactement, c'est comme à Paris. Si vous avez un petit appartement dans les quartiers nord, vous vivez moins bien. Exactement. C'est ça. Je suis d'accord avec vous, Gauthier Lebray, comme d'habitude. On n'était pas d'accord au début de l'émission, mais bon. Oui, sur Sébastien Delogu. Oui, mais je crois que vous êtes d'accord avec moi maintenant sur l'affaire Delogu. Comme vous, je dis compte rendu fait foi et le compte rendu doit s'imposer. Vous le vivez très mal quand vous avez un désaccord tous les deux. Oui, on le vit très mal. C'est une meurtrissure. On le vit très mal, mais parce qu'il n'empêche que certains députés à côté de lui ont dit cela. Voilà, c'est tout ce que je dis. Gauthier Lebray, Cyril Hanouna. Nous verrons ce que dit le bureau. Nous verrons ce que dit le bureau. Enfin, le bureau est tenu par la gauche, donc. Non, les mecs, le rapport a dit. Ça, il faut arrêter, les mecs. Il faut arrêter. Et il a l'air sûr de lui. Je pense pas qu'il mentirait. Il est sûr de. Alors ça, autant je crois le rapport, autant Sébastien Delogu. Pas autant. Voilà, c'est ça. Vous êtes de mauvaise foi. Voilà. Mais et là, d'Artigol. Moi, le rapport fait foi parce qu'il y a les administratifs de l'Assemblée nationale. Vous savez, le concours pour être administrateur à l'Assemblée nationale est très dur. Mais bien sûr, les mecs qui ont travaillé 8 ans chez Audica. Les mecs qui le passent ont travaillé 8 ans chez Audica. Blague à part, parce qu'ils avaient aussi entendu le ferme ta gueule de Thomas Porte. Je sais pas comment ils font parce qu'ils sont au pied de la tribune de Yann Braun-Pivet pour entendre tout ce qui se passe dans l'hémicycle, qui est un brouhaha immense. Il y a des tests auditifs de fou. Il y a un mec qui tousse à Montpellier et il l'entend. Attention, à mon avis, il y a un risque de Covid. Vous savez ce que font certains députés, surtout sur les séances de le soir, ils viennent dans l'hémicycle, ils font une interpellation, comme ça c'est noté au PV, ils peuvent partir. Et leur présence est attestée. Fort ça. Mais il faut se faire entendre, et des fois il y a même des administrateurs qui disent oui c'est bon, on a noté, et ils partent après. Moi j'ai le même problème, je veux dire j'ai le même problème avec Fabien Lecoeuvre. Il se fait remarquer en début d'émission pour dire je suis là pour être payé, après c'est bon. Je ne sais plus où il est. Voilà, mais ça c'est un bon tuyau pour François Hollande s'il nous écoute. Le compte rendu fait foi. Bien sûr. J'étais là. Bien sûr, vous étiez là. Alors, on reparle de Bordeaux parce qu'il y a Laetitia qui voudrait réagir sur Europe 1. Bonjour Laetitia, merci d'être avec nous sur Europe 1. Oui, bonjour, vous allez bien? Très bien Laetitia, on est heureux quand on est avec vous l'après-midi sur cette station. Europe 1, tout le monde est content ici. Franchement, D'Artigol est heureux. Moi aussi, du coup. Merci, D'Artigol est heureux, Valérie Benaïm est aux anges, Fabien Lecoeuvre, il a la plus belle place de France. Et bien sûr, Gauthier Lebray, c'est mon lampadaire. Mais exactement, dans cette sombre ville. Votre phare dans le brouillard. Oui, mon phare à la boulangerie surtout. Phare breton. Merci. Je suis breton en plus. Laetitia, c'est bien sûr qu'il faut remettre l'éclairage, on est d'accord. C'est incroyable cette affaire. Non, mais en fait, si on éteint l'éclairage, de toute façon, ça laisse porte ouverte à toute la délinquance et toute la violence. Et c'est là que du coup, on leur laisse l'occasion de commettre encore plus de délinquance. Et ça va continuer, et ça monte. Et puis voilà, mais maintenant, c'est partout de toute façon. On se demande même s'ils ont besoin que ça soit éteint ou fermé pour commettre leurs actes. Mais du coup, même pour les caméras de surveillance, ça laisse moins de visibilité, ça laisse moins de... Voilà, donc c'était éteint entre 1h et 5h du matin, et le maire a dit qu'en fait il n'est pas dogmatique, ils vont restaurer l'éclairage, mais dans quelques rues, attention, pas dans toutes les rues. Il dit on ne pourra pas le mettre dans les 1487 rues de la ville, donc c'est pas non plus dans toutes les rues. Exactement. Non, mais c'est une question qu'il faut se poser, est-ce que c'est pas la nuit qu'il se passe le plus de choses en fait? Le matin, excusez-moi, mais ces mecs-là ils dorment tranquillement. Oui, alors je vais vous dire, Laetitia, moi avec ce qui s'est passé, il y a des des contre-exemples, puisque Philippines, c'était en pleine journée à Paris, vraiment dans un quartier extrêmement fréquenté. C'est ça qui est fou. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bien sûr, je pense que la lumière aiderait, et puis la lumière rassure quand même. C'est-à-dire que les gens, il y a une ambiance, vous vous rendez compte, c'est toute la ville est noire, mais vous vous rendez compte de l'ambiance. Voilà. Mais moi, en tant que femme, et en tant que même les femmes seraient plus rassurées, parce que voilà, on peut même plus marcher avec un sac. De toute façon, on peut même plus avoir le téléphone en main. Voilà, donc s'il y a un éclairage, en fait, on verra mieux. Moi, je veux bien l'écologie, tout ça. Bon, je vais me mettre Gilbert Desado, mais c'est pas grave. Non, mais ça, c'est plutôt bon signe, Laetitia, quand on se met Gilbert Desado. C'est qu'on est dans le vrai. Puis ils peuvent passer à l'éclairage. Non, mais je l'adore, alors c'est dommage parce que je l'adore. Oui, moi aussi, je l'adore, mais quand je le vois pas.
Non, il y a une possibilité. Laetitia, je vais vous dire, on va parler un petit peu écologie de petites secondes, mais vous croyez vraiment que la ville de Bordeaux, en éteignant 4 lampadaires, va sauver la planète? Non mais franchement, il faut arrêter de rêver. Aujourd'hui, les deux pays sur lesquels il faut vraiment parler, avec lesquels il faut parler écologie, c'est les États-Unis et la Chine. Et avec l'arrivée de Donald Trump, je peux vous dire... Ah oui. Séoul, alors c'est Corée, exactement, en Corée bien sûr, mais toutes ces villes, nous, je vais vous dire, Laetitia, mais on sert à rien. On peut faire tout ce qu'il faut, hein. On peut être les champions de l'écologie, on peut être irréprochable. Je peux vous dire, on sauvera jamais la planète. Hein. Alors, bien sûr. Je pense aussi que c'était une question de faire des économies. Oui, des économies, exactement. Il y avait des économies aussi. Petite crotte permis, c'est une taille d'une toute petite métropole par rapport à la grandeur de la planète, en fait. Tiens, Laetitia, Fabien Lecoeuf, je crois que vous aviez une anecdote sur une rue qui était éteinte. C'est un mec qui allait voir sa maîtresse. Ah, c'était François Mitterrand. Ah, oui, c'est vrai. Qui avait comme maîtresse, à partir de 1971, la grande artiste internationale Dalida. Quoi, Dalida ? Dalida. Elle habitait rue d'Orchamps. C'était pas Dalido ? Non, c'est pas. C'était Dalida. Pas de conditionnel, vous êtes sûr ? Non, même pas. Non, Dalida. Il l'a dit, Orlando. Elle habitait rue d'Orchamps. Moi, j'avais été chez elle, déjà rue d'Orchamps, mais après l'année 78. Ouais. Et donc, il allait la voir tous les soirs à Montmartre. Ah ouais, François Mitterrand. Il la rejoignait là-bas. Et la rue d'Orchamps, c'est une toute petite rue, une impasse d'ailleurs, à Montmartre. Je connais, je suis chauffeur de taxi, je connais. Ah bah très bien, voilà. Et elle n'était pas éclairée avant 1971. Ouais. À partir de 72, ils ont mis l'éclairage dans la rue. Les passants, enfin les habitants, les riverains étaient heureux. Il y a beaucoup d'ateliers d'artistes là-bas, etc. Ils pouvaient enfin avoir l'éclairage dans leur rue grâce à Mitterrand, qui rendait visite régulièrement à partir de 1981, 82. À Dalida, il allait dîner chez elle et plus. Alors, il venait pas d'avoir 18 ans, là. Non, excusez-moi de vous couper, mais l'époque n'était pas la même, en fait. Bien sûr. Il n'y a pas 30 ans maintenant que ça part en vrille dans tous les sens. Ah oui, mais c'est ce qu'il faut. Je suis d'accord avec vous, Laetitia. Même dans une rue sombre, on pouvait se mettre à Walp. Il n'y avait pas de soucis. Merci, Laetitia, se mettre tout nu dans une rue sombre. C'est vrai qu'il n'y avait personne qui vous embêtait. Pour vous dire, on aurait pu voir Mitterrand tout nu, c'était tranquille. Merci, Fabien. Merci. Exactement. C'est devenu n'importe quoi. Merci, Laetitia, d'avoir été avec nous sur Europe 1. Fabien Lecoeuf nous ferait une petite précision dans un instant. Et puis, dans un instant, important, donc c'est important. Il y aura Georges Salinas avec nous, directeur du groupe de sécurité du président de la République. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. On est très heureux aujourd'hui à 16h32 d'être sur Europe 1 déjà, d'être à vos côtés. Vous pouvez nous appeler 01 80 20 39 21 pour poser toutes les questions que vous voulez, bien entendu. On est avec Olivier D'Artigol, Gauthier Lebré, Valérie Benaïm. Il y a Fabien Lecoeuvre qui est parti. Je crois qu'il avait un bowling entre 16h et 17h. Voilà, il va revenir incessamment sous peu. Et on est très heureux aujourd'hui parce qu'on reçoit 2 personnes qui nous passionnent. Et leur métier nous passionne. Et c'est vrai que je suis très heureux de les avoir. Georges Salinas, directeur du groupe de sécurité du président de la République, qui est ancien de la BRI, avec ce livre, Par le verbe, par le glaive. On va en parler dans un instant. C'est un polar. Merci Georges Salinas d'être avec nous. Merci de nous recevoir. Et merci de prendre le temps parce que c'est vrai que vous bossez beaucoup. Effectivement, on n'a pas le temps de chômer. Exactement. Et il est avec nous alors aussi. C'est un très grand aussi, Joe Kerry qui est avec nous, ancien patron de la BRI. Et c'est vrai que les deux, vous avez vraiment des physiques de film déjà. Franchement, les deux, on a l'impression vraiment d'être dans un polar quand on vous voit. Vous avez, non mais c'est incroyable. Hein. Franchement, c'est fou. Voilà, vous avez le physique de l'emploi en tout cas tous les deux. On vous l'a déjà dit ou pas? On essaie de ne pas la voir quand on est à la BRI, mais parfois c'est compliqué. Mais Joe, voyou ou parrain du milieu? Non. Avec l'âge, les cheveux gris. Non, mais il y a une façon de se tenir, il y a une posture, il y a quelque chose de l'ordre de la force tranquille. C'est vrai. Est-ce que je peux vous demander votre âge, Joe Kerry? Mon âge? Oui. 78 ans. C'est incroyable. Non, franchement, c'est incroyable. Vous en faites, c'est quoi? On fait 15 de moins. Ouais. 15 c'est gentil, ça me fait très très plaisir. Non mais vraiment, je le dirai à ma femme. Je vous jure, mais franchement, c'est incroyable. Alors Georges, je le connais, j'ai déjà vu, il est incroyable toujours. Et Georges Salinas, vous avez toujours le sourire. On a l'impression que ça va toujours. C'est vrai. Vous essayez de garder le sourire. J'essaie de garder le sourire, oui, parce que on fait assez de choses sérieuses. C'est ça. Pour pouvoir justement profiter un petit peu et prendre un peu de recul aussi sur toutes les choses sérieuses qu'on fait. Alors, on va revenir bien sûr. On va mettre la lumière sur la BRI forcément, et puis on va en parler parce que c'est vrai que là il y a le match France-Israël qui arrive là demain, et c'est sous haute tension. C'est un truc de fou. 4000 policiers pour 20 000 spectateurs. Alors Emmanuel Macron
Macron y sera, Nicolas Sarkozy y sera, François Hollande ne devait pas y aller, comme il a appris qu'il y avait un buffet et des meufs, il y va finalement. Il s'est dit, bon, bah, finalement, je vais y aller. Parce qu'il avait été contacté. Au début, il avait dit non. Au début, il avait dit non, il y a un buffet, il y a des meufs, oh, bah, je vais peut-être passer alors, c'est bon, je mets la cravate, c'est bon, donc il y sera. Mais souvent, il a d'autres choses à faire. Le 11 novembre, il y avait Nicolas Sarkozy, il n'était pas là pour l'armistice. Là, Nicolas Sarkozy y va, donc forcément, les journalistes l'appellent pour lui demander est-ce que vous y serez. Au début, il avait dit non. Il dit j'ai autre chose à faire. Il faut quand même dire que François Hollande, puisqu'on en parle souvent sur cette antenne, a accepté l'accord du nouveau Front Populaire. Il s'est fait huer à la soirée du CRIF en hommage aux victimes et aux otages pour le 7 octobre. Donc moi, je l'interprétais déjà comme ça, son refus d'y aller en se disant je vais être mal reçu parce que forcément avec le nouveau Front Populaire et avec mon alliance avec LFI, ça va être compliqué. Donc là, revirement, il y sera. Il y sera. C'est très positif. Il est toujours là où on l'attend pas, François Hollande. C'est très positif qu'il y ait tout le monde. Non mais le ressort, on parlera de ça tout à l'heure, mais bon, François Hollande, c'est ça, sa force, il est toujours là, on l'attend pas. Non mais c'est vrai, vous le croyez à l'Élysée, il est à la boulangerie, vous le croyez en voiture, il est sur un scooter. Non mais au moins là, le symbole est important. Bien sûr, non mais c'est parce qu'on aime bien le taquiner. Il aime bien rigoler lui en plus. Surtout c'est le ressort de sa participation. Exactement. Voilà, c'est les grosses. C'est ça. Alors tiens d'ailleurs, Georges Salinas, vous avez démarré la sécurité des présidents avec Emmanuel Macron, vous y étiez avant? Non, j'ai commencé avec Emmanuel Macron. Avant j'étais au SDLP. C'est ça. Avant la BRI. Exactement. Comment vous avez rejoint Emmanuel Macron? Eh bien, d'abord j'ai rejoint parce que j'ai quitté la BRI pour aller au SDLP et j'y étais depuis quelques mois et il se trouve qu'il y a eu quelques événements malheureux, je dirais, au niveau de la présidence, au niveau de la protection, qui a fait que voilà. C'est quoi? Il y avait un inconnu qui était rentré. La gifle. Il y a eu la gifle. Il y a eu mais c'est surtout l'affaire médiatique de Benalla qui a fait que ça. Voilà, il y a eu des changements qui ont été demandés. Et il se trouve que donc à ce moment-là, j'avais un petit peu les cases qui correspondaient. Oui. Donc on m'a demandé d'être volontaire et c'est comme ça que je me suis présenté. On n'y va pas comme ça, bien évidemment. Sûr, on est reçu, on est casté, on est reçu par toutes les hautes autorités de l'Élysée. Et en dernier ressort, on est reçu par le président lui-même qui veut choisir aussi la personne qui va s'occuper de sa sécurité. D'accord. C'est normal. Et ça a tout de suite matché? Ça fait 6 ans que je suis là. C'est ça, c'est vrai. Je suis dans ma 6e année, donc je pense que quelque part... Vous allez aller au bout. Vous allez aller au bout. Je ne sais pas, parce que ça, c'est des métiers où on sait que... on a déjà 6 ans, déjà, c'est bien. Important, voilà. Et on sait tous qu'on est sur un siège éjectable. Bien sûr. Parce qu'on peut avoir comme les chroniqueurs. Voilà. Mais on reste humble, c'est pour ça qu'on reste très humble dans notre mission, sachant que même si elle est très importante... Alors, fais attention. On va parler de la BRI avec Jo Kerry aussi et avec Georges Salinas. Jo, je vous appelle Jo. Jo, est-ce que quelles sont les missions spécifiques de la BRI? Parce que on parle souvent de la BRI, on parle souvent du RAID. Je sais qu'on peut déjà dire la différence entre le RAID et la BRI. Au départ, la BRI a été créée il y a maintenant 60 ans pour lutter contre le grand banditisme. À l'époque, dans les années 64, c'était le grand banditisme qui était le problème numéro 1. Les gens allaient servir dans les banques n'étaient pas protégées, il y avait des gangs, des bien organisés, et les types allaient servir, c'est là qu'on prenait de l'argent. Aujourd'hui, c'est la drogue, et le deuxième fléau, c'est le terrorisme. Mais quand la brigade a été créée, c'était pour intervenir en flagrant délit sur des individus qu'il était difficile d'attraper sur enquête, parce que les preuves étaient difficiles à réunir. Donc la BRI, c'était le flag. On surveillait des gens, les prenait en amont, on savait que c'était des braqueurs d'habitude, pour les interpeller juste après le braquage. À l'époque, l'association de malfaiteurs n'existait pas, donc il fallait intervenir vraiment à chaud. C'était assez sportif. Donc le service, la spécificité de ce service, c'est de faire des filatures, des surveillances et d'intervenir. Alors qu'un service comme le RAID aujourd'hui fait uniquement de l'intervention. Exactement, c'est ça. Par exemple, je sais que moi, je me rappelle, j'allais souvent voir le RAID. Le RAID, il me disait, nous, on a parfois une intervention par an. C'est-à-dire, voilà, c'est très rare. Et en fait, on s'entraîne toute l'année, mais on n'a pas... on a une intervention, 2 interventions par an, c'est ça. Alors, il est vrai aussi qu'avec la création de groupes régionaux du RAID, avec des policiers très compétents, quand il y a une urgence dans une grande ville ou dans les environs, on envoie le RAID local, si j'ose dire, avant de faire intervenir le RAID national. Mais quand le RAID intervient effectivement une fois de temps en temps, comme le dit le patron du RAID, ils sont intervenus à Neuilly sur l'affaire Human Bomb. Ça a été une intervention exceptionnelle. Ça fait partie des interventions uniques, comme le Bataclan avec Salinas et Molmy. Justement, on va en parler dans un instant. Ou comme l'hypercachère aussi. Et rendons hommage aussi à nos amis gendarmes. En 1994, l'Airbus à Marseille. Ce sont des situations
unique. Exactement. Et vraiment ce qu'il y a de plus difficile à réaliser. Qui a été extrêmement bien réalisé. Vous restez avec nous, on va en parler dans un instant. J'aimerais qu'on parle également de Jacques Mérine, parce que vous avez participé à la traque de Jacques Mérine. On va en parler dans un instant. Et on parlera forcément du Bataclan aussi avec Georges Salinas et Joe Kerry. A tout de suite sur Europe 1. Ils sont avec nous, il y a Georges Salinas, directeur du groupe de sécurité du président de la République et ancien de la BRI, et Joe Kerry qui est avec nous, ancien patron de la brigade de recherche et d'intervention bien sûr à la BRI. Merci également à Darty Gold d'être là, merci à Gauthier Lebrun, merci Valérie Benaïm et merci à Fabien Lecoeuf qu'on retrouvera dans un instant. Pour l'instant, vous pouvez aller faire un tour comme vous voulez, si vous avez des gens à voir, si vous avez des rendez-vous. Merci en tout cas. Non mais il va rebondir sur ce qu'on dit Fabien Lecoeuf, et c'est une encyclopédie. Vous avez vu ce qu'a dit son ex hier dans l'émission? Oui, elle le trouvait extrêmement cultivé, c'est ça? Non mais c'est surtout, je raconterai tout à l'heure la sécurité dans Paris, c'est depuis 1840. Et je vous expliquerai pourquoi. Merci, excusez-nous, c'est le père Fouras lui maintenant. Il fait des énigmes maintenant. Non, mais il est incroyable ce mec. Merci en tout cas Georges Salinas et Joe Kerry d'être avec nous. Joe Kerry, vous avez participé à la traque de Jacques Mérine. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu, parce que c'est vrai qu'il y a même ceux qui ne connaissent pas avec les films. De Vincent Cassel. Exactement, c'est vrai qu'avec les deux films, tout le monde connaît Jacques Mérine. Quand Mérine s'échappe de la prison de la Santé, on met 1 an et demi avant de lui mettre, si j'ose dire, la main dessus, port de Clignancourt. Donc pendant 1 an et demi, il nous a mené par le bout du nez, il nous a tourné en ridicule, il faut le dire clairement. Il a manipulé les médias. Ce n'est pas les médias qui utilisaient Mesrine. Moi je dis Mesrine. Moi je préfère dire Mesrine aussi en plus. Mais c'est Mesrine qui manipulait les médias, qui était à la recherche de scoop. Et finalement, on a quand même réussi à l'interpeller par l'intermédiaire on est remonté sur lui grâce à son complice Boer qui était en prison, qui avait une visiteuse de prison qui s'appelait Gindra, qu'on avait identifiée. On a appris qu'elle avait un véhicule assuré à la Maïf. On a retrouvé le numéro de sa voiture. On a recherché, il n'y avait pas d'informatique à l'époque, c'était des fichiers manuels. Le numéro de la voiture dans Paris, on a vu qu'elle était souvent verbalisée pour stationnement aux alentours de la rue Saint-Lazare. On a patrouillé dans les environs, on est tombé sur la bagnole, on a planqué sur la voiture, on a vu arriver Gindra, son domicile qu'on a mis sur écoute, et un jour Mesrine a téléphoné à son copain Boer, et on a compris que c'était Mesrine, et on a mis une planque qui nous a amenés jusqu'à la rue Béliard. Exactement. Est-ce que, je vous le dis, Joe Kerry, il y a chez les jeunes, aujourd'hui quand même, une fascination pour Mesrine, et il semble pour tout le monde sympathique. On a l'impression que c'est vrai que tout le monde... Non mais je vous jure que c'est vrai. Et grâce au film, etc., tout le monde dit Jacques Mesrine, on l'aimait bien. Les jeunes, je pense, aiment Jacques Mesrine, même s'ils ne le connaissaient pas. Est-ce que vous, à un moment, est-ce qu'il vous est arrivé, à un moment, de vous dire c'est vrai que j'aime bien ce gars, ou vous étiez vraiment dans le truc et vous étiez quelqu'un de dangereux et vous faisiez pas, vous étiez pas comme l'opinion publique. C'est vrai que Mesrine, ça reste... Il se faisait passer pour un truc très romanesque. Exactement, c'est ça. Mais donc c'est un peu Arsène Lupin, quoi. Enfin, dans un autre genre, mais c'est-à-dire c'est un peu, il a une bonne image. C'est ça qui est fou. On oublie qu'il était violent, Mesrine. Exactement. Mesrine était violent. Alors, comme vous pouvez l'imaginer, je ne vais pas faire l'apologie de Mesrine. Bien sûr, vous avez bien raison. Mais je vais vous livrer son pédigré très rapidement. Voilà. Plusieurs assassinats. Voilà. C'est ça. Enlèvement d'un journaliste de Minutes qui l'emmène avec son copain Boer au nord de Paris. Il le torture, il l'humilie. Il lui met 2 balles dans la peau et il le laisse pour mort. Il a vécu avec 3 femmes, dont la dernière, Sylvia Jean-Jacot. Tout était frappé. J'ouvre d'ailleurs une parenthèse, le film de Richet, qui reprend la vie de Mesrine, fait apparaître cette violence conjugale. Comme Paul, aujourd'hui, personne ne lui pardonnerait ça. Exactement, c'est vrai. Et cela dit, sans compter évidemment les ouvertures de feu à l'occasion de certains braquages, où il a ouvert, notamment à Deauville, le feu sur les policiers qui intervenaient, au mépris de la sécurité des gens qui étaient dans le casino. Il aurait pu tuer des personnes. Bref, c'est un fou furieux qui ne pensait qu'à lui. C'était vraiment un fou furieux, un dingue, un cinglé. C'est ça. Et pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à détruire cette image ? D'une part, parce que la presse l'avait bien encensé à l'époque, et c'est resté dans l'esprit de tout le monde. Exactement. On voit les photos publiées par certains journaux, déguisé, il échappe à la police. Les conférences de presse sauvages qu'il faisait dans les appartements. Aussi. Non, mais je veux dire, en plus, il nous a nargués pendant un an et demi. Ça fait toujours rigoler, quoi, quand le gendarme se fait rouler dans la farine par Guignol. Sauf que là, c'est pas Guignol. Et puis le deuxième point, qui n'est pas en notre faveur, mais ce sont les circonstances, c'est qu'il a été abattu place Clignancourt. On a un pare-brise avec 22 impacts. S'il avait été abattu avec des revolvers et non pas avec des fusils, ça aurait peut-être
eu une autre connotation visuelle, médiatique. Mais c'est bien de rappeler son pédigré. Oui, mais c'est exactement. On peut nous reprocher tout ce qu'on veut, on s'en fout d'arrêter. Nous, on a notre conscience pour nous, on n'a pas d'état d'âme. Mais faut quand même rappeler que c'était pas un saint, quoi. Voilà, exactement. Que c'était vraiment un sale mec. Merci. Georges Salina, j'aimerais qu'on vienne sur votre livre, surtout aujourd'hui. On est le 13 novembre et c'est vrai que c'est un polar, il faut le dire. Et c'est vrai que vous racontez l'histoire du chef de la BRI qui doit enfiler son gilet pare-balles et aller au Bataclan. Et c'est vrai que j'aimerais que vous nous racontiez un petit peu pour nos auditeurs aussi qui nous écoutent à 16h47 sur Europe 1. C'est vrai que c'est un polar, mais bien sûr, on reconnaît. Voilà, c'est un polar inspiré. Exactement, et très inspiré même, plus qu'inspiré. Voilà, c'est vrai. Et Georges, j'aimerais que vous nous racontiez un petit peu ce moment-là aussi pour nos auditeurs. C'est un moment qui nous a marqués tous, et bien évidemment au niveau des policiers, ça a été un moment unique. On s'était préparé au pire, on avait déjà vécu Hypercacher, c'est un service comme le rappellement Jo qui pratique aussi le grand banditisme, et une semaine avant le Bataclan, on avait fait une opération sur un enlèvement avec une fusillade, donc on a quand même l'habitude de la grande violence. Là, on n'était pas parti pour avoir cette scène de guerre. Moi-même, à mon niveau, j'étais chez moi dans ma maison de campagne, tranquillement, et puis j'ai été appelé tout simplement par des gens qui sont spécialisés dans les explosifs, qui m'ont appelé parce qu'il y avait des explosions au Stade de France, une première, sur laquelle on a pensé dans un premier temps que c'était peut-être un accident. Il y a plein de baraques à frites, ce genre de choses. Donc une bouteille de gaz qui a explosé, on ne sait pas. La deuxième explosion, on a compris que là, c'était plus du tout la même chose. Cette zone est normalement d'intervention. Il y avait une zone de partage d'intervention qui était plutôt pour le raid à Saint-Denis. Donc, on a laissé le raid prendre la main sur Saint-Denis s'il fallait aller là-bas. Et nous, on s'est quand même mis en ordre de marche. Et très rapidement, il y a eu les fusillades sur les terrasses de café. Donc, à partir de là, on a tous compris qu'on subissait une attaque de masse. Et là, moi, je suis rentré. Donc, je suis assez dit très très vite, puisque j'ai mis 23 minutes pour faire 60 km. Oui. Et j'étais avec mon épouse, puisqu'on était parti se reposer à la maison de campagne. Donc, je l'ai lâché sur le trottoir, en la laissant comme ça désemparée. Et puis, je suis allé au service. Et là, entre-temps, j'ai eu un peu tous les renseignements qui me tombaient, petit à petit, des fusillades, du nombre de morts importants qu'il y avait un peu partout dans Paris. À partir de là, on sait qu'on a un boulot à faire. Donc, une première partie de la BRI était partie déjà d'abord sur les terrasses et ensuite, ça se passait au Bataclan. Donc, moi, j'ai rejoint mon chef de l'époque, Christophe Molmy, qui était avec une partie des équipes. J'ai ramené tout le reste de l'équipe. J'ai ramené le fameux bouclier qui s'est fait mitrailler. Et on a monté une opération ensuite au Bataclan. Quand on est arrivé, la situation était un peu figée parce qu'on avait ce commissaire de police accompagné de son chauffeur qui était rentré de la BAC nuit, qui était rentré et qui finalement avait neutralisé un des terroristes, enfin en lui tirant dessus, et puis le gars s'était fait sauter, le terroriste. Et on avait donc, on ne savait pas trop exactement combien il y avait de terroristes encore dedans. D'ailleurs, quand on arrive, la communication est compliquée parce que c'était quand même le chaos. Et on ne sait pas trop. Et quand on demande aux policiers qui sont intervenus, combien il y en a encore de terroristes, personne ne peut nous répondre. Et il y en a même qui nous disent peut-être qu'il n'y a plus personne. Donc on est rentré un petit peu là-dedans, en voyant bien évidemment les cadavres. Mais il y avait beaucoup de gens aussi qui étaient au sol. Et assez rapidement, on a compris qu'il y avait aussi des gens qui étaient couchés, tout simplement, qui se protégeaient. Donc, la première chose à faire, c'était d'évacuer les valides. Donc c'est pour ça qu'il y a eu une polémique un petit peu sur le temps. Mais moi, j'ai pris la décision, et puis Christophe, qui était avec moi, était tout à fait d'accord. Il fallait, si on montait une opération, il fallait sortir tous les gens valides pour ne pas avoir de blessés en plus. Donc il fallait prendre le temps de le faire. Et donc on a fait évacuer les gens par tout moyen. Alors on a fait rentrer des policiers qui se sont servis de brancards, parfois même de barrières vauban, parce qu'il n'y en avait pas assez, et on chargeait les gens comme ça. Et puis le travail petit à petit a été fait, c'est-à-dire qu'on a réussi à évacuer tous les gens qui étaient valides, les blessés, et pour en arriver que aux otages qui se trouvaient à l'étage, et puis les morts.
Et là, on a eu un contact et on a compris qu'il restait 2 terroristes, un minimum, qui étaient à l'étage. Et on a monté une opération. Cette opération, c'était de les neutraliser. Alors, on a essayé de négocier, faut le savoir. On fait toujours de la négociation, même dans des cas les plus difficiles. Le titre du bouquin, c'est la devise de la BRI, c'est par le verbe, par le glaive. Le verbe, ça veut bien dire qu'on n'est pas... on essaie par tous moyens, on utilise tous les moyens, et parce qu'on est des policiers, on n'est pas des mercenaires. On est là pour essayer de régler une situation, et si on peut arrêter des gens, on le fait. Et puis le glaive, c'est parce que quand on peut plus rien faire et qu'on n'a plus le choix, on utilise le glaive. Et donc, en l'occurrence, après avoir utilisé beaucoup le verbe, on s'est aperçu que on le travaillait en même temps. On travaillait déjà le glaive. Donc, en général, on fait des opérations qui sont d'abord d'urgence quand on arrive, parce qu'on ne sait pas trop où on va. Et à la différence d'ailleurs d'un service d'intervention militaire qui prépare une opération et qui a les plans et qui sait ce qu'il va faire et dont il a un objectif, nous, quand on arrive, on découvre la situation. Et après, il faut travailler avec beaucoup d'urgence, beaucoup de rapidité. Donc ça, les gens sont habitués à travailler sur cette méthode de travail. Et on a monté un plan beaucoup plus élaboré. Et à partir du moment où on a eu l'autorisation, qu'on a eu très très vite, par rapport à Hypercacher, où ça a mis beaucoup plus de temps. Je crois que pour Hypercacher, on avait mis 45 minutes à nous donner l'autorisation. Là, pour le Bataclan, je crois que la décision a été prise tout de suite. Et on est passé à l'assaut. Cet assaut, tout le monde ça a été raconté un nombre de fois important. On a donné l'assaut sur les 2 endroits du balcon. Il y avait deux parties. Et les terroristes, en fait, étaient surtout sur une partie. De l'autre côté, il y avait beaucoup d'otages. Et à partir de là, les terroristes se sont défendus. Donc, ils nous ont mitraillés. Le fameux bouclier a pris une 30aine d'impacts. On a eu, comme c'était un couloir, on a eu un gars de chez nous qui a été touché. C'était le 6e de la colonne, parce qu'il y avait les balles partaient en ricochet. Et on a continué à avancer. On a perdu notre bouclier aussi, parce que ça tirait dans tous les sens. Donc nous, on n'a pas beaucoup ouvert le feu, une dizaine de coups. Et on a abattu le premier terroriste. Et ce terroriste-là, enfin dans les 2 qui restaient, et celui-là s'est fait exploser. Ouais. Et il a blasté le 2e. Et là, on est intervenu et on l'a neutralisé. Georges Salinas, par le verbe, par le glaive. Vous restez avec nous sur Europe 1. Jo Kéry reste avec nous également, ancien patron de la BRI. On va parler du match également de demain, sous haute surveillance. Et tiens, je vous pose la question 01 80 20 39 21. Mathilde Panot de la LFI disait qu'il fallait annuler le match. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-nous ce que vous en pensez sur Europe 1. 01 80 20 39 21. Tout de suite. Parti sur Europe 1. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Et nous sommes sur Europe 1 avec Georges Salinas, directeur du groupe de sécurité du président de la République et ancien de la BRI, et Jo Kéry, ancien patron de la BRI. Demain, match sous haute surveillance, bien entendu, France-Israël. Il y a eu tellement de commentaires sur ce match. Tout le monde y est allé de son commentaire, de son idée. Il y a Julien Audoul qui a dit qu'il fallait le faire en Corse. Il y a Mathilde Panot qui a dit qu'il fallait pas le faire du tout. Il y a François Hollande qui a dit j'y vais pas. Après, il a dit j'y vais. Emmanuel Macron y va. Nicolas Sarkozy y va. Et c'est vrai que c'est le sujet du moment, alors que, mine de rien, ça devait être juste quand même une rencontre sportive. Et moi, je ne supporte pas. Pour moi, le sport... Hier, on a eu un débat d'ailleurs là-dessus, et il y a plein de monde qui disait le sport, c'est politique. Je ne suis pas d'accord. Au contraire, le sport, c'est l'endroit où tout le monde se rencontre, où tout le monde se retrouve, et où justement, on s'en fout. Le sport, tous les sportifs vous le diront, eux, ils ne pensent pas à la politique. Et d'ailleurs, tous les sportifs qui sont rentrés dans la politique, on l'a vu. Kylian Mbappé qui a donné son avis lors des législatives, on a vu sa cote de popularité comme elle a chuté. Donc voilà, mais le sport, ça doit rester le sport. Et c'est vrai que c'est fou que le sujet du moment, ce soit ce France-Israël. C'est absolument incroyable. Et tout le monde, donc tout... Bon, alors, du côté de la LFI, ils ne parlent que de ça. Ils ne parlent que de ça. Et ils en ont fait un sujet. Ils en ont fait un sujet. Ils en ont fait un sujet, exactement. Alors justement, appelez-nous 01 80 20 39 21. Mathilde Panot propose d'annuler le match. Dites-nous ce que vous en pensez. J'aimerais d'abord avoir l'avis de Jo Kéry, ancien patron de la BRI. Qu'est-ce que vous dites de tout ce qui se passe autour de ce match, vous ? Alors tout d'abord, un petit rappel en arrière. Oui. J'ai été chargé de la sécurité de la Coupe du Monde de foot en 98. Ouais. Donc je connais ce milieu, on a travaillé sur des matchs extrêmement sensibles, on avait eu quand même des situations un petit peu compliquées.
dont un Angleterre-Argentine en pleine guerre des Malouines, enfin, ou un États-Unis-Iran à Lyon, bref. Ce que j'en pense, c'est que ce match doit se tenir, bien évidemment. Ça aurait été une erreur, mais un renoncement politique inacceptable que d'annuler ce match, ou même le déplacer ou le faire jouer, je ne sais où, chez les Inuits ou dans n'importe quel coin du globe. Donc il fallait que ce match se tienne. Après, évidemment, le risque, il est réel, non seulement en termes d'ordre public, mais également au plan du terrorisme. C'est une occasion pour certaines personnes malveillantes de commettre une action violente. Alors le dispositif peut paraître surdimensionné, puisqu'il y aura quasiment un flic et un agent de sécurité pour 4 ou 5 personnes. Pour 5 personnes, chose comme ça, c'est un policier pour 5 spectateurs. Ok, c'est triste. Après, je crois qu'il faut présenter une carte d'identité. Enfin, il y a plusieurs niveaux de contrôle. C'est plus du plaisir, ça c'est clair. Exactement, c'est plus du plaisir. Moi-même, j'ai renoncé à y aller. Je pouvais aller voir ce match. J'ai laissé tomber parce que je trouve que il n'y a plus de plaisir. Ça n'a aucun sens. Donc c'est plus devenu pour moi un acte politique. Il faut que le match se tienne plutôt qu'un événement sportif et convivial et festif. Exactement. On est assez d'accord. Alors justement, Georges Salinas, vous allez y aller, vous forcément, puisque vous serez avec le président de la République. Quand vous voyez tout ce ramdam autour de ce match, vous dites quoi, vous ? Je me dis que c'est toujours compliqué. On a vécu énormément d'événements avec le président, et on est allé dans des endroits et on a fait plusieurs matchs aussi parfois compliqués. C'est embêtant. Oui. Humainement, pour moi, je suis un petit peu du même avis que Jo, c'est-à-dire que je considère que c'est un événement sportif et que on ne devrait pas le politiser. Pour la suite, il est évident que on est obligé de prendre des mesures de sécurité exceptionnelles. Donc c'est clair que ça sera un bunker. Donc la préfecture de police a fait le boulot, on le sait, et nous, en tant que avec le président, on va rentrer dans ce dispositif pour soutenir cet événement. Quel regard vous portez sur ce qui s'est passé justement aux abords du match à Amsterdam ? La police a été débordée, ils l'ont pas anticipé, ils ont laissé faire. Quel regard vous portez là-dessus ? J'ai pas le retour d'expérience des Pays-Bas. Enfin, j'ai juste entendu quelques responsables politiques qui ont parlé de ce qui s'était passé. Il est clair que on a quand même des habitudes en France d'événements, de gestion de foule. On sort des Jeux Olympiques, donc on a montré un savoir-faire et on savait gérer les foules. Donc je pense que on est un pays qui a une grosse expérience sur ça, sur le maintien de l'ordre et les services d'ordre. Mais il est clair que d'autres pays qui ne l'ont pas. Et moi, je le vois à travers tous les déplacements qu'on fait dans le monde. On a des pays où on sent que c'est pas du tout la même expérience, c'est pas les mêmes méthodes, et parfois on est même surpris par le fait que nous, on n'aurait jamais fait comme ça, quoi. Gauthier Lebray. Vous renforcez la sécurité du président demain lors d'un match aussi sensible ? Ou c'est une sécurité classique en cas de déplacement du président ? Alors, je ne vais pas vous parler du dispositif, donc je ne vous dirai pas. Clairement, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura un dispositif qui sera bien évidemment au niveau d'un déplacement d'un président. Oui, donc... On imagine. Après, les gens sont extrêmement inquiets de ce qui va se passer aux abords du stade, plus que dans le stade. Oui, c'est ce qui se dit. Les gens disent dans les transports, aux abords du stade. Avant et après, en fait. Voilà, exactement. Avant et après. C'est plus avant-après qui inquiète, plus que lors du match et dans l'enceinte du stade. C'est ce qui ressort. On est d'accord. Là-dessus, la préfecture de police a pris C'est la préfecture de police qui va faire le boulot. Donc, elle a présenté son plan d'action. Je crois que le préfet de police est intervenu il y a peu, et je crois qu'on peut lui faire confiance. Il a déjà démontré toutes ses capacités. Nunez, préfet de légende avec les Jeux Olympiques. Exactement. La question est de savoir combien il y aura de supporters israéliens. C'est ça. Il va rien avoir peur, mon avis. Très peu, parce qu'en réalité, ce sont eux qui sont visés. Exactement. S'il n'y a pas de supporters, ça va faciliter la situation. Sachant qu'Israël a déjà demandé à ses ressortissants de ne pas assister au match. 01 80 20 39 21, vous nous dites ce que vous en pensez de tout ça. Je voudrais qu'on dise au revoir à Georges Salinas dans un instant. Il va rester avec nous jusqu'à 17h30, c'est ça. 17h23, voilà, 23, je vous libère, comme ça vous serez bien. Et je voudrais qu'on revienne sur cette phrase dans un instant. Vous avez déclaré, c'est parfois dans les déplacements qui paraissent le moins dangereux ou les plus anodins qu'on peut avoir des problèmes. Vous allez nous en parler dans un instant. À tout de suite. Merci d'être là. 17h11, on est en direct sur Europe 1. 01 80 20 39 21. On va prendre beaucoup d'auditeurs dans un instant pour parler du match France-Israël. Est-ce que vous pensez, comme Mathilde Panot,
Lozano, vous qu'il fallait annuler le match. Nous, pas du tout. On pense que c'est très bien. Au contraire, ce match doit se jouer et il doit se jouer au Stade de France comme prévu. Enfin, c'est mon avis. Après, bien entendu, vous donnez votre avis au 01 80 20 39 21 sur Europe 1. Georges Salinas est avec nous. Il sera demain, bien entendu, avec le président de la République, puisque il est chargé de sa sécurité et vous êtes un ancien de la BRI. Et Joe Kerry est avec nous, également ancien patron de la BRI. Juste, Georges Salinas, il y avait une question de Gauthier Lebray il y a un instant. Oui, en 2021, Emmanuel Macron est giflé en marge d'un déplacement. Vous êtes présent à ce moment-là. Comment ça se passe au moment où il est giflé? Mettre hors d'état de nuire, évidemment, celui qui a fait ça et évacuer le président de cette scène. D'accord. Merci de me poser la question. On vous l'a déjà posé? Je crois que j'en suis à la 20e fois. Donc, je vais répéter à peu près la même chose. Non, ce qui est sûr, c'est que les présidents, il y a une tradition républicaine qui est claire et qui est une tradition française. Les présidents vont au contact. Ça c'est toujours fait et ça ne changera pas. Donc nous on adapte un service de sécurité pour qu'il puisse justement aller au contact de la population, pour qu'il puisse discuter parce que c'est sa volonté et nous on doit s'adapter. Après on prend des mesures de sécurité. Ces mesures de sécurité elles neutralisent beaucoup de choses, mais elles peuvent pas neutraliser des gens avec des bras. Donc sauf si je fais venir que des manchots au contact du président. Donc il est évident qu'il y a eu un concours de circonstances qui a fait que il est tombé sur la mauvaise personne au mauvais moment et que la réactivité a été plus difficile à avoir sur ces 2-3 secondes qui ont été un peu loupées. Donc nous, après, on fait retour d'expérience et on sait... Il y a un débrief. Bien sûr, à chaque fois qu'il se passe un événement, ou même quand ils n'en pensent pas, de toute façon, on fait la même chose. On fait des retours d'expérience. Ouais, j'ai été dans une première vie responsable du service de protection des hautes personnalités. Ouais. Donc, de ce que j'ai vu des images, ce que je retiens, c'est que la réaction des officiers de sécurité a été de grande qualité. Ouais. Bon, je me permets en passant de souligner que le président soudain sort de voiture de façon spontanée et va au contact des gens, ce qui normalement ne devrait pas se faire. Il ne doit sortir que qu'avec l'autorisation, si j'ose dire, de ses officiers de sécurité. Donc il a un coup d'avance par rapport à ses officiers de sécurité. Mais après avoir été un peu secoué par je sais plus qui, le type qui était un jeune homme qui était dans la foule, les officiers de sécurité ont une réaction remarquable et professionnelle. Ouais. Alors c'est ça qui montre aussi l'efficacité, c'est que il y a un travail qui est fait, tout le monde sait ce qu'il a à faire, et donc c'est pour ça que ça reste un événement minime, même si c'est embêtant médiatiquement, je dirais, de voir un président recevoir une gifle, mais il n'y avait pas de danger, donc de danger mortel en tout cas. Oui. Et donc, faut pas présenter les choses comme ça a été parfois présenté, en pensant qu'on pouvait passer comme on voulait au contact du président. Non, ça c'est faux. Justement, ça résume bien ce que vous venez de dire. Hein. Vous dites que c'est parfois dans les déplacements qui paraissent le moins dangereux ou les plus anodins qu'on peut avoir des problèmes. Et là, c'était un déplacement plutôt oui, anodin. C'est exactement ça. C'est pour ça que ça nous sert aussi de leçon. Moi, mon principe, c'est de ne jamais baisser la garde et d'avoir toujours le maximum de sécurité, quel que soit l'événement et quel que soit le déplacement. Et effectivement, quand on sait que c'est un déplacement difficile, on est, je dirais, plus préparé mentalement à affronter et on sera peut-être beaucoup plus vigilant, mais on sait aussi que quand ça paraît anodin, on va visiter une école, on se dit, bon, finalement, là, à part des écoliers, il va pas avoir grand-chose. Et puis en sortant de l'école, on est un individu qui se pointe. Et si on n'a pas été vigilant, on fait une erreur. Donc, notre travail, c'est d'être toujours à 100% sur tous les déplacements, quel que soit le niveau du déplacement. Vous ne pouvez jamais dire non au président quand il vous demande un scénario X ou Y? Alors, ça reste entre lui et moi, mais il est évident qu'il n'est pas non plus suicidaire, hein. Donc, il travaille avec sa sécurité, et nous, notre boulot, c'est de faire le maximum pour qu'il puisse assurer son travail de président. Donc, il y a très peu d'endroits où on l'empêchera d'y aller. Et quand il y a un vrai danger, et c'est mon travail, là, c'est de lui faire comprendre qu'il y a un vrai danger. Mais après, on est toujours prêt à s'adapter. Bien sûr. Tu l'as amené à Kiev quand même, c'était une sacrée mission, ça. Oui, c'est vrai. C'est une mission pour le coup qui paraît périlleuse et qui l'est, mais c'est une mission qui était quand même très spéciale puisque c'était jamais arrivé qu'un président se déplace sur une zone de guerre. On était accompagné du chancelier allemand et du président italien. Ou du Premier ministre, je me souviens plus. Du Premier ministre, c'était. Donc c'était assez. D'ailleurs, les Allemands et les Italiens nous ont fait confiance puisqu'ils ont calqué leur dispositif dans le train sur celui qu'on avait fait.
Moi, ils m'ont demandé qu'est-ce que tu mets en place, et moi je leur ai expliqué, et ils ont fait la même chose. Donc on avait une logique, je dirais, de déplacement. Après, sur des déplacements comme ça, il y a des choses sur lesquelles on est obligé de prendre des contacts extérieurs pour que ça puisse se passer comme il faut. Bon, on se doutait bien que les Russes n'allaient pas nous tirer un missile sur le train, mais on peut avoir, comme ça a pu arriver, un missile envoyé sur le côté pour dire tiens, on est là. Et puis les bateaux anti-aériennes ukrainiennes se mettent en marche, détournent le missile, et puis ça finit à côté de nous. Donc c'était il fallait évaluer tous les dangers. Il y avait Mitterrand à Sarajevo. Donc, et au Liban. Oui. Il a fait le Liban et Sarajevo. Est-ce que vous avez des contacts avec d'autres services à l'étranger qui font le même métier que vous, avec des retours d'expérience, ou chacun travaille dans son coin? Ah non, alors personne ne travaille dans son coin. On a d'excellentes relations. Alors ça dépend des services. Moi, je travaille beaucoup. Quand on va aux États-Unis, on a des relations avec le service secret. Ce sont des super professionnels. On leur fait porter le chapeau sur beaucoup de choses, surtout ces derniers temps. Mais sachez qu'ils savent travailler. Partout où on va en Europe, on a un niveau, et puis on échange. Et puis, de toute façon, notre boulot, c'est justement de pouvoir travailler ensemble pour que ça se passe le mieux possible. Bien sûr. J'aimerais qu'on parle d'un petit sujet avant de vous libérer dans 5 minutes. Le narcotrafic fait beaucoup l'actualité ces dernières semaines. Et de narcotrafic, il est devenu maintenant un danger pour toute la population et des gens qui n'ont rien à voir. Et ça ne se passe plus maintenant que dans les quartiers, dans les cités, au bas des immeubles, mais ça se passe un petit peu partout. Et ça devient vraiment, pour moi, le plus gros problème actuellement à régler en matière de sécurité aussi, ou un des plus gros problèmes. Aujourd'hui, est-ce que vous avez été patron de la BRI tous les deux. Est-ce que vous voyez des solutions? Parce qu'aujourd'hui, on le voit, les citoyens français sont aujourd'hui victimes de ce narcotrafic. Et on l'a vu, il y a des citoyens qui n'ont rien à voir là-dedans, qui aujourd'hui ont pris des balles dans la tête ou autre. Et ça devient quand même un fléau qui touche de plus en plus de monde. Jo, vous le dites. Alors, il se trouve que j'ai été patron des stupes, mais il y a 40 ans. Évidemment, la situation n'a rien à voir avec ce que j'ai connu à l'époque. Et là, la situation, elle est pour moi gravissime. Donc, un certain nombre de mesures ont été annoncées qui vont dans le bon sens, mais il y a quand même un problème de fond. Enfin, il y a 2 sujets à mes yeux. Le premier, c'est que ce trafic a une dimension internationale qu'il est difficile d'aller traiter à l'étranger. Donc là, il faut une coopération, vraiment une complicité entre les différents pays dans la France. Et le deuxième problème, c'est que cette violence s'exprime maintenant un peu n'importe où, avec des mômes, je dis bien des mômes de 15 ans ou de 16 ans, mais un gosse de 15 ans ou de 16 ans qui a un 11-43 ou un Kalachnikov entre les bras, eh bien, c'est plus un gosse de 15 ans. Il prend un coup de vieux, là, le camarade. Quand il se met à tirer tous les azimuts et à tuer des enfants ou autres. Donc, le vrai sujet sera aussi, un des éléments de ce sujet, sera de pouvoir intervenir en banlieue et de se dire que si vraiment on veut intervenir en banlieue où il y a du narcotrafic, qu'il peut y avoir des affrontements violents, et il ne faudra pas pleurer s'il y a des morts. Donc, du côté de la police, ça fait partie du boulot. Si on ne veut pas être tué ou tué, on change de métier, on laisse tomber la police. Mais du côté des voyous, il y aura aussi des types au tapis. Ça veut dire accepter qu'on puisse éliminer flinguer des gamins, un gosse de 15 ans, de 16 ans, 17 ans. Ça veut dire qu'il vous ouvre le feu et vous ripostez. Mais je suis alors franchement, ça fait plaisir de vous entendre dire ça, Jo Kerry, parce que aujourd'hui, on a l'impression qu'il n'y a pas de solution. Et le problème qu'il y a, quand vous dites ça, c'est parce qu'on en a parlé de ça justement. C'est un vrai débat. On a eu ce débat. Et il a raison de dire qu'à un moment, il faut que la population accepte que qu'il y ait des exactement. Mais ce qui manque, c'est la décision politique, la volonté politique d'envoyer des policiers et d'assumer derrière s'il y a des morts. Il y a effectivement une dimension politique. Alors, vous avez l'enquête judiciaire classique, mais qui aboutit à des arrestations. Mais si on veut, je dirais, rehausser un peu le niveau d'intervention, faire des opérations, oui, c'est une volonté politique. Voilà, c'est ce qui manque aujourd'hui. Pour moi, le risque numéro 1, qu'il y ait des affrontements armés et que sur ces fusillades, des policiers soient tués, on ne le souhaite pas. Mais encore une fois, ça fait partie du métier, c'est comme ça. En revanche, d'accepter aussi que des adolescents ou de jeunes adultes soient tués par la police.
Et pour le moment, personne ne l'accepte et personne n'affiche cette volonté politique. Moi, j'ai été à la brigade des stupes aussi. Il se trouve que j'ai été confronté à tout ça. Et d'ailleurs, le narcotrafic, c'est aussi du narcoterrorisme, puisque tout est lié. Donc, les stupes, c'est une dimension vraiment qui dépasse uniquement que juste le trafic de stupes. On le retrouve partout. C'est un moyen de financement aussi. On a parlé du Hezbollah. Donc, on a parlé d'États terroristes qui se font financer comme ça. Je pense que tout simplement, pour reprendre et rejoindre l'avis de mon camarade, je crois qu'il faut simplement appliquer la loi. Et on n'arrive pas à l'appliquer. Parce je pense qu'on est à un moment à un autre dépassé. On a des juridictions qui sont spécialisées. On a des magistrats qui sont spécialisés. On a des flics qui sont spécialisés. Et en fait, malgré tout ça, on n'arrive pas vraiment à juguler ce trafic parce que finalement, quelque part, on n'arrive pas vraiment à appliquer ce qu'on a écrit sur le code pénal. Tout simplement. Et je crois que l'évolution, elle devra se faire à ce niveau-là. Ah oui, ça c'est sûr qu'il y a un énorme travail à faire et il est urgent de le faire parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, de Français qui disent qu'ils n'en peuvent plus. Là. C'est vrai que là, ça devient de plus en plus grave. On entend des drames tous les jours à cause du trafic de drogue. Encore cet ado de 14 ans qui a tiré une balle dans la tête d'un chauffeur VTC. Encore il y a quelques gamin jours. de 5 ans qui a pris 2 balles dans la tête. Exactement. Et c'est vrai que jeune fille dans sa chambre. Socaïna. Exactement. En train d'étudier. Ce gamin à Nîmes qui rentre du restaurant avec ses parents et qui n'ira plus jamais au restaurant parce qu'il a été tué en marge aussi d'un règlement de compte. Exactement. Oui. Georges Salinas, merci d'avoir été avec nous. On rappelle par le Verbe, par le Glaive, votre polar aux éditions Mareuil. Et puis il y a BRI, les patrons de l'Antigang se mettent à table aussi, c'est toujours aux éditions Mareuil. Oui, avec Franck Herriot qui est formidable et que j'embrasse. Écoutez, on l'embrasse également et Valérie Benaïm embrasse de plus en plus d'hommes en ce moment. De toute façon, vous l'avez remarqué sur Europe 1. On ne la tient plus. On ne sait même plus avec qui elle va passer Noël. Merci en tout cas. Le bâton. Merci en tout cas à vous deux d'avoir été avec nous. Merci. C'était très intéressant. Merci. Georges Salinas d'avoir été avec nous. Vous nous appelez au 01 80 20 39 21 dans la dernière demi-heure. On vous pose cette question. Est-ce que vous êtes d'accord avec Mathilde Panot qui voulait annuler le match de demain France-Israël? Vous nous appelez 01 80 20 39 21. On est sur Europe 1. On est ensemble jusqu'à 18h bien entendu. Et c'est vrai qu'on a passé un bon moment. Oui. Ah oui, c'était passionnant. Les jours, franchement. Absolument passionnant. Passionnant. Vraiment, je suis peut-être mieux avec eux qu'avec vous. Allez, à tout de suite. 16h, 18h. Europe 1. 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. On avait avec nous Georges Salinas, un directeur du groupe de sécurité du président de la République, qui est ancien de la BRI avec nous il y a un instant, et Jo Kiri, ancien patron de la brigade de recherche et d'intervention de la BRI, qui était avec nous il y a un instant. Et on parlait justement de ce match qui a lieu demain, France-Israël, 01 80 20 39 21. Il y a Mathilde Panot, qui a toujours des bonnes idées, qui a proposé d'annuler le match. Alors, on a Mickaël en ligne avec nous. Bonjour Mickaël, merci d'être avec nous sur Europe 1. Merci beaucoup Mickaël, oui. Oui, bonjour Cyril, bonjour à toute l'équipe. Oui, merci Mickaël. Vous en pensez quoi? Je voulais préciser que je ne suis pas élu. Oui, donc, très bien. Qui nous écoute tout le temps. Non mais Mickaël, vous avez vu que cette histoire est folle quand même. C'est incroyable. Ils savent plus quoi trouver pour nous embêter, et alors qu'ils passent complètement à côté. On avait dit en plus que ce monsieur était un élu européen. Je l'avais sur ma fiche et je l'ai dit. D'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui va devenir un jour férié. On est le combien exactement? Puisque Jean-Michel Apathy n'a pas tweeté. Oui, c'est vrai. Jean-Michel Apathy n'a pas tweeté. Et on est ses idoles. Voilà, il faut savoir. Il n'y a pas eu de tweet de Jean-Michel Apathy aujourd'hui. Mickaël, c'est très drôle ce que vous venez de dire, mais vous savez, nous maintenant, ça nous passe tellement au-dessus. Vous savez, c'est vraiment des gens qui essaient de trouver, nous chercher des poux dans la tête pour rien du tout. J'ai vu que ça avait été repris en plus par certains médias qui n'ont rien à faire également. Merci Mickaël en tout cas. Dites-nous tout, qu'est-ce que vous pensez de l'idée de Mathilde Panot? Alors l'idée de Mathilde Panot, c'est égal à toute la France insoumise. C'est encore une fois du grand n'importe quoi. Ça reste un match de foot. Exactement. Et encore heureux que la France, elle maintienne le match au Stade de France à Paris. Parce que sinon, ça aurait été un véritable scandale s'ils avaient fait comme la Belgique, ils avaient carrément délocalisé le match. Oui. J'avais trouvé ça scandaleux à l'époque. Et d'ailleurs, je voulais dire que c'est justement les gens comme elle, et les Boyards, et les Caron, et toute la clique, là, qui mettent de l'huile sur le feu. Et c'est pour ça que le match, je pense qu'il est à haut risque. Parce que justement, je pense qu'ils en rajoutent. Et du coup, j'espère que tout va bien se passer et qu'il n'y aura pas d'incident et que le match va se dérouler dans de bonnes conditions et qu'on va pas avoir ce qu'on a eu à Amsterdam. J'espère vraiment pas, mais j'ai l'impression vraiment que c'est à cause de
de gens comme ça que ça attire et que le match est devenu un haut risque. Parce que bien sûr, il faut dire que Mathilde Panot propose l'annulation du match, pas du tout pour des raisons de sécurité. Julien Audoul a proposé de délocaliser en Corse pour des raisons de sécurité. Moi, je trouve que Bruno Retailleau a eu 100 fois raison de dire on va même pas le délocaliser au Parc des Princes parce qu'on ne reculera pas face à ceux qui veulent empêcher que ce match se tienne pour des mauvaises raisons. Elle veut un boycott. Elle veut un boycott. Ça n'a rien à voir. Elle veut même un boycott total d'Israël dans toutes les compétitions, que ce soit l'Eurovision, les Jeux Olympiques ou la Ligue des Nations. Donc, c'est absolument pas pour des raisons sécuritaires. Et évidemment, elle a une responsabilité, comme tous ses camarades de la France Insoumise, dans le contexte très tendu dans lequel va se tenir ce match demain soir. S'il se passe quoi que ce soit, je vous jure, dès le lendemain matin, on parlera de la responsabilité des LFI, la responsabilité politique. C'est sûr et certain. Ah oui, mais je suis entièrement d'accord. Mais d'ailleurs, s'ils étaient cohérents, pourquoi elle ne s'est pas manifestée à Israël-France quand ils ont dit c'est jouer en Pologne? Non, mais de toute façon, c'est ça aussi qu'il y a quand même. Si c'était purement sportif ou plus politique ou un vrai boycott d'Israël, je ne comprends pas pourquoi à Israël-France, il y a quoi? Il y a même pas un mois et demi. Il n'y a rien eu, il n'y a aucun tweet, il n'y a rien eu. Donc je trouve ça véritablement scandaleux. Et on en arrivait au point, pour tout vous dire, que je voulais y assister au match de demain, mais avec mes enfants, mais ils sont un peu petits, et du coup j'ai laissé tomber, parce que clairement, ça donne pas envie, et ça fait limite peur. Quand on voit ce qui s'est passé à Amsterdam, quand on voit ce qu'est la banderole, parce que ça aussi, ça s'est passé un peu inaperçu. La banderole au Parc des Princes, bien sûr. Ouais, ne vous inquiétez pas, les sanctions arrivent. Oui. Les sanctions arrivent, on les attend, parce que moi je suis un grand fan du PSG, et là je peux vous avouer que j'étais un peu dégoûté. Alors Cyril, tu dis que Nasser n'était pas au courant ou quoi. Mais comme disait je ne sais pas qui, je crois que c'était Gauthier à un moment donné, soit ils sont mais c'est le service de sécurité, c'est sûr. Très grave. Ou soit ils étaient pas au courant et c'est d'autant plus grave en vrai. C'est pas moi qui dis ça, c'est Bruno Retailleau en privé. Effectivement, je l'ai révélé. Oui, voilà. Vous écoutez bien. Mais je pense que il y avait un complice dans mais c'est sûr. Moi, on m'expliquait dans l'entourage du ministère de l'Intérieur qu'ils ont dû passer par les coursives pour déployer une telle bannière, un tel tifo, et que évidemment pour passer dans les coursives, il faut des clés. On rentre pas comme ça. Et donc c'est pas les supporters. Il y a une complicité de la sécurité, de la sécurité, c'est sûr. Enfin, ou d'un membre de la sécurité. Il faut rappeler que la banderole fait quand même 300 mètres carrés. Oui, on ne fait pas rentrer ça dans un sac à dos. Non, c'est sûr. Autant vous, oui, on pourrait vous rentrer sous le manteau, autant la banderole, non. Merci Mickaël d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci beaucoup Mickaël. Avec plaisir. Merci Mickaël, merci. On a Max avec nous, Max de Metz, qui est avec nous. Bonjour Max. Bonjour Monsieur Hanouna. Merci évidemment de votre activité. Je ne vous appréciais pas toujours autrefois, je vous trouve remarquable. Ça me fait bien plaisir. Je remercie tout le groupe Europe 1 Bolloré merci, Max. CNews pour votre activité, parce que quand on attend Madame Panot, on a l'impression d'entendre la propagande Staffel. Alors je me pose toujours la question si elle aurait écrit dans le Völkischer Beobachter de Goebbels ou bien dans le Stürmer de Streicher. Parce que c'est dramatique, des enfants qui meurent à Gaza, c'est terrifiant. Mais la différence, je ne sais pas, je pense que vous serez peut-être d'accord avec moi, c'est que les Israéliens, ils utilisent leurs armes pour défendre leurs enfants, alors que de l'autre côté, ils utilisent les enfants pour défendre leurs armes. C'est pas tout à fait la même chose. Alors, Madame Panot, c'est dramatique de vouloir... Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ostraciser Israël. Mais comment dirais-je? La dernière chose, c'est sur le sionisme. On peut être contre Netanyahou, et il y a beaucoup de monde en Israël qui est contre Netanyahou. Mais quand on dit qu'on est contre le sionisme, ça veut dire contre le retour à Sion, c'est-à-dire la destruction de l'État d'Israël. Et contre le gouvernement. J'imagine totalement, mais être anti-sioniste, ça veut dire, comme l'a dit Michel Onfray, et je suis pas toujours d'accord avec lui, ça veut dire le retour des Juifs dans les camps d'extermination. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je vais vous dire, comme l'a dit l'auditeur précédent. Je vais vous dire ce que disait même Martin Luther King. En août 67, il disait notamment quand les gens critiquent le sionisme, ne te trompe pas, ils pensent juif. Voilà. Évidemment. Et c'est Martin Luther King qui l'a dit en août 67. Je voulais vous lire ça aujourd'hui. Vous pouvez vérifier. Voilà. Je sais qu'il y a d'Artigol qui fait la gueule, mais c'est ce qu'il a dit. Non, mais je vous le dis. Mais on va se retrouver dans un instant. Max reste avec nous. Je dois faire rentrer de l'argent pour vous payer. Merci. Pas que je fais la gueule après mais si. On va se retrouver dans un instant. Max, vous restez avec nous sur Europe 1 tout de suite. Merci Max d'être avec nous sur Europe 1. Il y a beaucoup d'auditeurs qui nous appellent 01 80 20 39 21 pour réagir sur la proposition de Mathilde Panot,
puisque le match c'est demain, pour dire voilà, est-ce qu'il faut annuler annuler le match parce que c'est Israël. C'est pas boycotter, c'est annuler le match France-Israël. Donc voilà, c'est pas parce que voilà, elle voulait annuler purement et simplement le match, ne pas seulement le boycotter, mais l'annuler. Max de Metz était avec nous. Bah non, c'est pas pareil. Boycotter, annuler, ça n'a rien à voir. Ils ont envoyé d'abord un lancement de boycott. Oui, mais ils vont chaque jour un peu plus loin. Donc annuler, c'est plus que boycotter. Oui, Max. Oui, Max, vous êtes toujours. Ce que je voulais vous dire, c'est que leur sensibilité est à géométrie très variable. Je ne vois pas beaucoup de femmes françaises, c'est Madame Panot, Rousseau et autres, défiler pour les femmes afghanes, les femmes soudanaises, les femmes iraniennes et autres. Donc leur géométrie, c'est toujours variable. Il n'y a pas besoin de regarder d'où ça vient et où ça va. C'est tout. Il faut dire appeler un chat et un chat. Ça s'appelle de l'antisémitisme pur et dur. Juste, excusez-moi de ces paroles. Max, ce qui est le plus grave, c'est de l'antisémitisme électoral. Voilà. Donc c'est ça le pire. Mais on est bien d'accord. Bah oui. Et ça revient au même. Hein. Bah exactement. D'ailleurs, un dernier détail. Vous savez, quand il y a eu la marche, que M. Macron n'a pas assisté à cette marche, eh bien, on demande à un juif, vous marchez depuis combien de temps? Il dit 5784 ans. Oui, bien sûr. Tout. Merci Max d'avoir été avec nous sur Europe 1, merci. De rien. Et franchement c'était un plaisir et vous nous rappelez quand vous voulez. 01 80 20 39 21, on est là tous les jours de 16h à 18h. Merci Max. Merci beaucoup Max, merci. Olivier d'Artigol voulait dire quelque chose. Après on aura Nathalie, on aura Christiane, on aura Raphaël. Je suis d'accord sur le fait qu'on doit être très attentif à tout ce qui relève de l'antisémitisme. Le climat est horrible, qu'on doit toujours affirmer le droit à Israël à se défendre et avoir sa sécurité et la paix, et qu'on peut, tout en disant ça, être ému, ressentir des choses très fortes concernant la situation faite à la population civile à Gaza, en Cisjordanie, la situation du Proche-Orient. Mais si on n'est pas clair et net, comme ne l'est pas la France Insoumise, sur la question du droit à Israël à vivre en paix et en sécurité, alors derrière on est disqualifié pour dire le reste. Ces gens abîment beaucoup la cause palestinienne. Ce sont des ennemis. La manière dont ils avancent aujourd'hui dans ce débat fait qu'ils salissent beaucoup des gens qui, comme moi, veulent les deux États et sont très émus par la situation faite aujourd'hui à la population civile, aux femmes, aux enfants, à Gaza, qui vivent, il faut aussi le dire, une situation invivable pour eux. Invivable. Insupportable. Parce qu'ils sont les otages du Hamas et qu'ils sont dans une situation de guerre. Oui, Nathalie est avec nous sur Europe 1 de Seine-Saint-Denis. Bonjour Nathalie. Oui, bonsoir à tout le monde. Merci d'être avec nous. Oui. Pour réagir aux propos de Martine Panot. Alors c'est Mathilde, Martine c'est sa cousine. Justement, c'est Martine au Stade de France. Non, elle viendra pas. Elle viendra pas. Ça vous Merci Nathalie. Alors dites-nous tout. Enfin bref, ça m'énerve tellement en fait que voilà, je peux même pas l'appeler par son prénom. Oui, moi je trouve que c'est pas le match qui devrait être annulé, c'est le parti politique. Parce que là, franchement, ils vont trop loin. Ah oui, ils sont dangereux, ces gens-là. Ah bah ça, je vous le confirme. Et moi, s'il y a des jeunes du 9-3, j'habite le 9-3, qui écoutent Europe 1, les gars, restez tranquilles. Faites voir que dans le 9-3, on n'est pas comme ça. Pour relever un petit peu le niveau, parce qu'on dit toujours les banlieues. Mais bon, Amsterdam, c'était pas forcément une banlieue, c'était en plein centre-ville. Oui. Donc voilà, donc les jeunes, si vous nous écoutez, restez cool et à la limite, mettez même des drapeaux israéliens, parce que là, c'est bon quoi. Enfin, faut qu'ils arrêtent. Et les filles, ils sont trop dangereux ces gens-là. Ouais. Et moi, ce que je comprends pas, c'est qu'on fasse rien contre eux. Moi aussi, je suis d'accord avec vous. Juridiquement, on peut rien faire contre ces gens-là. Il y a rien des articles 40 de Bruno Retailleau, la justice est saisie sur plusieurs tweets et plusieurs profils. Il y a 4 députés ou assistants parlementaires qui vont avoir affaire à la justice grâce à Bruno Retailleau qui a fait des articles 40, ce qu'on appelle des articles 40. Donc il y aura quand même des suites. Et on attend, parce que vous savez qu'il y a des enquêtes sur apologie du terrorisme qui visent notamment Rima Hassan. Donc on attend les suites judiciaires de tout cela. On attend tout. Mais j'espère qu'on le saura justement, parce que vous en parlez, que ce soit sur C8, CNews, etc. Vous inquiétez pas, si Rima Hassan est condamné, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, on va en parler. J'imagine bien. Il faut vous écouter, vous. Mais si on écoute, si on regarde la 1, la 2, etc., ils en parleront même pas. C'est juste hallucinant. Là, l'OQTF qui a tué
les SDF. Je vais en parler ce soir encore, c'est incroyable. J'en ai parlé hier, on en a parlé hier, on savait pas que c'était lui, mais on en a parlé que chez nous, elle a raison Nathalie, il y a que chez nous qu'on en a parlé de ça. Mais oui, j'ai regardé exprès à midi les infos sur la 1. Ben nous, on va en parler ce soir. Sur la 2, rien. On en parlera longuement ce soir, on vous racontera toute l'histoire en télé, mais c'est vrai que c'est fou. Je vous jure, Nathalie, c'est incroyable. Ça, vraiment, vous soulignez quelque chose qui, pour moi, est inadmissible. Tout ça parce que, vous savez quoi ? On a peur, certains ont peur de dire, oui, c'était un OQTF. Donc il y a certains parce qu'il y a des gens comme Jean-Michel Apathy après qui disent que c'est de la xénophobie. Exactement. Voilà. Donc on est raciste. Mais non, mais c'est ça. Donc on n'a pas le droit de dire qu'un OQTF a massacré des SDF. C'est un tueur en série. En fait. Exactement. Là on a un profil de tueur en série qui s'est baladé dans plusieurs pays d'Europe. Exactement. Oui. Camerounais donc sous OQTF, qui a écrasé le crâne d'un SDF qui était en train de dormir avec un parpaing à Lyon. Et qui est un profil donc ultra dangereux évidemment, et ça relance, on en parle tous les jours. Alors les OQTF, ça va du cambriolage d'une voiture, on en parlait cette semaine avec ce qui s'est passé à Toulon avec Laure Lavalette, à un assassin qui écrase la tête d'un SDF avec un parpaing. Évidemment, tous les OQTF ne sont pas des voleurs ou des tueurs, mais il y a une surreprésentation parmi les personnes sous OQTF de délinquants, et c'est d'ailleurs aussi pour ça que parfois on délivre des obligations de quitter le territoire français. On parlait du narco-banditisme à l'instant, Cyril, le dossier numéro 1. Le dossier numéro 2, ou à égalité, c'est la résolution des obligations de quitter le territoire français. Égalité, voilà. Oui, c'est les deux priorités. Merci Nathalie d'avoir été avec nous sur Europe 1. Je vous en prie, bonne soirée. Je vous fais de gros bisous, merci Nathalie. On a Christiane qui est avec nous de Seine-et-Marne. Bonjour Christiane. Bonjour Monsieur Hanouna. Merci d'être avec nous Christiane, bonjour, merci d'être là. Écoutez, c'est avec plaisir parce que ça fait déjà 2 fois que je passe. Écoutez, plus vous passez, plus on est content nous. Hein. Vous nous écoutez tous les après-midi sur Europe 1. Oui, et le soir. Ah, ça me fait plaisir Christiane, merci beaucoup. J'adore Raymond. Hein. Ah bah moi aussi, vous savez que c'est mon pote, hein. C'est vraiment mon il est adorable. Non, il est formidable. Et puis il n'a pas la langue de bois, je suis avec lui. Et Christiane, il est petite info comme ça, People, il est célibataire. N'hésitez pas à vous positionner. Alors écoutez, oui, en position cougar. Hein. Merci Christiane. 86 ans. Ça passe. L'amour n'a pas d'âge, ça passe. Christiane, vous êtes comme nous, vous êtes à 100% pour le maintien du match. Oh non, mais Madame Panot, j'espère qu'elle n'a pas d'enfant pour leur lui inculquer déjà la haine d'un humain, parce que ce soit juif, français, australien, ou on est des humains, quand on se coupe, on a du sang, on est tous pareils. Ah oui. Qu'est-ce que c'est pas de femme. De toute façon, là, l'Assemblée, là, c'est vraiment des nuls, ils sont mal élevés, ils sont mal habillés, ils parlent mal, mais qu'est-ce que c'est? On représente la France, bravo, ils ne savent pas la géographie, alors bon, en plus, non mais c'est incroyable. Et là, je suis heureuse que j'ai entendu qu'il y a quand même 25 000 personnes qui vont au stade. Et je trouve ça extraordinaire et je les salue. Et ils en ont, hein, et c'est très très bien. Exactement. Il faut être là sur tous les sujets. Il faut qu'on n'ait pas peur, qu'on y aille. Bon Dieu, il faut espérer, il faut y aller au fond. Il faut que les lois soient appliquées. Alors en France, on a des sanctions des lois, elles ne sont pas appliquées. Bien sûr. Alors, mais c'est vrai ça. Ça me contrarie beaucoup, parce qu'il y a des gens là qui font une petite bêtise, ils sont tout de suite catégolés, catalogués. Compris. Voilà. Et des petits merdeux là qui ont 14 ans. Mais à 14 ans, moi je travaillais. On était déjà au boulot à 14 ans. On n'était pas des petits gamins, non, ou des gamines. On travaillait mais pour gagner de l'argent et donner aux parents. Alors maintenant, c'est plus la même chose. Mais je veux dire que là, je comprends plus. C'est une ère, Monsieur Cyril, que je ne comprends plus. Ah, bien sûr. Mais on comprend plus, Christiane. C'est incroyable. Et moi, je vous félicite parce que vous avez la langue de bois et j'ai appris beaucoup de choses depuis que je vous écoute. Et chapeau. Voilà. Merci, vous n'êtes pas un menteur. J'ai horreur du mensonge et vous n'êtes pas un menteur. Et l'ARCOM, c'est des cons. Voilà. Merci, Christiane. Merci, Christiane. Je vous embrasse fort. Merci, Christiane. Je vous embrasse très fort. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Vous nous rappelez quand vous voulez. Je vous fais un énorme bisou. Il y a Raphaël qui est avec nous pour 1 minute. Il nous reste 1 minute. Raphaël des Hauts-de-Seine. Ça va être très court. Bonjour Cyril. Merci, bonjour, merci Raphaël, merci d'être là. Bonjour Valérie Gauthier et Olivier.
Merci. Alors, moi, ce que je voulais dire, c'est cette triste dame, en fait, elle pense même pas ce qu'elle dit est réaliste. Hein. Elle et les filles ont une double stratégie, qui est du buzz permanent, 1, et 2, la bordélisation. C'est vrai. Le buzz, ils ont vraiment compris la société du spectacle de Guy Debord. Ils ont compris qu'il n'y a pas de mauvaise publicité. There's no such thing as bad publicity. Tous les jours, il y a un illustre inconnu de LFI qui fait son buzz à la radio, à la télévision. Une fois, c'est la copine du père Louis de Fort Boyard. L'autre fois, c'est député de Haute-Garonne. Aujourd'hui, on a encore cette triste dame qui nous fait tomber dans le panneau à chaque fois. Donc, ils jouent là-dessus. Ils ont compris qu'on parlerait d'eux parce qu'ils n'existent pas, sinon. Ils sont pas au gouvernement, ils n'existent pas, donc ils existent comme ça. Ça marche. Et le 2, c'est qu'ils sont dans la stratégie de la bordélisation. C'est-à-dire, c'est la révolution bolchevique. C'est vraiment l'idéologie lambertiste de monsieur Mélenchon. Et c'est tout ce qu'ils espèrent faire. Et moi, je pense qu'on rentre complètement, pour le coup, dans le panneau. Et objectivement, moi, j'ai vécu pas mal de temps aux États-Unis, et là-bas, la liberté d'expression, vous savez, comme elle est beaucoup plus libre, on peut raconter n'importe quoi, on peut raconter des propos racistes, antisémites, on peut faire comme ça. Et qu'est-ce qui s'est passé au final? Moi, je trouve que c'est beaucoup mieux. Pourquoi? Parce que les gens se décrédibilisent tout seuls. Effectivement, on peut pas les poursuivre en justice. Exactement. Mais ils se décrédibilisent. On l'a bien vu avec les élections, les dernières élections où Trump a été élu. Ils ont tout perdu parce qu'ils étaient complètement décrédibilisés, parce qu'ils sont allés tellement loin et qu'il n'y avait aucun garde-fou. Et bien finalement, ils ont perdu. Et c'est ça la meilleure punition qu'on a pour eux. Et moi, je pense qu'on devrait changer les lois en France pour permettre cette liberté d'expression et les laisser complètement aller au fond. Merci Raphaël. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci à tous d'avoir